du travail sur les snowflakes, c'est du fait que ce qui me paraissait intéressant, c'était cette constance dans tous les entretiens. Tous les entretiens. On veut un système d'adoption ouverte et ces enfants-là doivent se connaître, ils sont pleins germains génétiques et donc l'inceste, bon. Et parlant de tous les problèmes qui peuvent exister en PMA avec tous les donneurs et ce que ça crée, etc., comme fantasme et comme... oui, c'est une résurgence de vieux fantômes. Hein. L'inceste accidentel, celui qu'on commet sans le savoir. Voilà. Donc, ça m'a intéressé sur le fait que comme ça, l'inceste. Bon. Et il parlait inceste. Alors, j'ai plus récemment, en travaillant avec Françoise Zonaben, ben, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait de commun entre toutes ces parentés, parce qu'on disait la parenté maintenant, enfin bon, il y a tellement de formes, ça se diversifie, etc., etc. Bon. Et on s'est dit d'accord, alors on peut se poser cette question-là, mais on peut regarder aussi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui reste comme socle sur la parenté occidentale, qu'est-ce qu'il y a de commun. Maintenant, effectivement, on peut avoir deux parents de même sexe. Dans le cas de l'homoparentalité, enfin, on peut avoir ça. Mais par contre, ce qui reste... Bon, donc ça, c'était quelque chose qu'on pensait très très important et qui est en train d'être remis très fortement en question. Ce qui semble toujours rester, par contre, il y a un nœud dur, c'est on a deux parents et pas plus. Ce qui rend très très difficile l'intégration des tiers donneurs, hein, parce qu'on n'a qu'un père et qu'une mère. Ça, notre système est très ferme là-dessus. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a aussi de l'anonymat. Bon. Donc il y a un nœud dur là, mais qui est en train d'évoluer. Par contre, il y a quelque chose d'absolu que j'ai rencontré partout. C'est cet interdit-là, l'inceste. Alors, dans les familles recomposées, quand vous êtes élevé avec des enfants d'un premier lit, qui ne sont même pas biologiquement vos demi-frères et sœurs, bon, comment les appeler en France, ils parlent souvent de quasi-frères et sœurs. De toute façon, les études, donc celle de Martial, montrent qu'il y a un interdit d'inceste aussi. Vous ne pouvez pas épouser alors que rien dans la loi ne vous empêche. Hein. Ce n'est pas un interdit légal, c'est un interdit culturel. Il y a un évitement, il y a quelque chose qui fait que c'est là, que c'est très important, que si vous faites partie du groupe des mêmes, eh ben, vous ne pouvez pas épouser cette personne-là. Bon. Et dans le cas donc, je dis, il y avait quelque chose qui était que ces enfants étaient aussi conçus sans sexualité. Bon, quand vous êtes beaux-parents d'enfants du premier lit, évidemment, vous ne les avez pas conçus, vous n'avez pas procréé ces enfants-là, c'est entendu. Donc, dans les familles recomposées, les enfants du premier lit, vous êtes des beaux-parents, mais vous entrez en parenté, mais c'est pas par le rapport sexuel, c'est pas par la procréation. Si vous regardez par l'homoparentalité, maintenant, deux gays peuvent avoir des enfants via une donneuse d'ovocytes et une mère porteuse. Hein. Bon, mais c'est évident que l'acte sexuel entre eux est stérile. Et bon, malgré tout, ils sont parents avec ces enfants-là, conçus comme ça. Pardon. Et c'est le cas, dans le cas de lesbiennes, c'est aussi la même chose, hein, qui se passe comme ça. Donc, dans ce cas de figure-là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme... dans le cas d'adoption, c'est évident que c'est la même chose. Hein.
que donc ce sont des parentés qui se mettent en place sans sexualité. Et par contre, dans toutes ces parentés-là, où il n'y a donc apparemment pas de chair, pas d'interdit consanguin, pas de trucs génétiques qui pourraient vous déranger, vous retrouvez partout l'interdiction d'épouser ou d'avoir du sexe avec ces personnes-là. Et ça remet de la sexualité dans ces parentés sans sexualité, ça en remet. Vous ne pouvez pas avoir de sexe avec eux. Enfin, ça remet du corps quelque part. Vous appartenez au groupe des mêmes. Hein, vous êtes, c'est ça. Et donc, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Et là, je crois que c'est un mécanisme très très important, je dirais, de marquage, d'incorporation, qui indique une chose aussi, c'est que la parenté, il y a toujours du corps quelque part dans la parenté, tout le temps du corps. Et dans ce travail avec Françoise Annaben, on a essayé de répondre à Marshall Salins, à son livre sur qu'est-ce que c'est que la parenté, que tout le monde anglophone encense, où il définit la parenté comme mutuality of being, la mutualité des êtres. Bon. Il dit qu'il n'y a pas de différence entre le don, la magie, la parenté, etc. Enfin bon, c'est un ensemble, voilà. Ce qui m'a frappé dans ce texte-là, c'est encore cette vieille division entre l'anthropologie française et britannique. L'anthropologie britannique travaille toujours sur la descendance, la procréation, la filiation. Hein. L'alliance, non. C'est-à-dire l'inceste, l'interdit de l'inceste dans la définition de la parenté, qu'est-ce que ça vient faire? Chez Marshall Salins, c'est toujours pas là. C'est toujours pas là. Donc, je crois que je suis en complet désaccord sur deux plans par rapport à lui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un ensemble de parenté qui, toujours, quelque part, fait référence au corps, inclut le corps, et qui a... Et comme je dis, si c'est pas là au départ, c'est rattrapé au niveau de la sexualité, au niveau à ce niveau-là, au niveau de l'alliance. Donc, je suis en désaccord avec ce qui est encensé par tout le monde anglophone maintenant. Et on voit très bien, c'est vrai, il y a de l'adoption, on peut créer des enfants. Donc, il insiste sur tout ce qui n'est non procréatif dans le modèle, dans le modèle de ce qui fait la parenté. Mais je pense qu'en faisant ça, il est passé par-dessus le corps, totalement. C'est pas simplement par-dessus l'importance de la procréation, peut-être trop grande dans notre société, et encore, parce que l'adoption existe aussi. Et qu'il me semble qu'il n'a pas vu qu'est-ce qui faisait parenté. Alors, c'est ça. Cet article est paru dans l'Homme, et puis il est en train d'être traduit, celui-là, en anglais. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur les nouvelles formes de parenté aussi. Ce qui m'a frappé, moi, c'est je travaille aussi beaucoup sur la symbolique. Et tout le monde se demandait, une autre question théorique, c'était, Schneider a dit quel est le symbole de la parenté américaine, hein? C'est le coït, l'acte sexuel, qui unit deux parents et dont les enfants sont issus. Dans toutes les parentés dont on vient de parler sans sexualité, ce modèle-là, ce symbole-là est très mis à mal. J'ai regardé comment il s'est déplacé, et il me semble qu'on est passé, si j'ose dire, du vagin à l'utérus. C'est-à-dire qu'il faut que les gamètes des gens se rencontrent dans l'utérus. Alors, comment est-ce possible, dans le cas de fécondation in vitro, où le couple donne leurs gamètes, évidemment, elles se rencontrent dans l'utérus de la mère qui va porter cet enfant-là, c'est bien clair. Dans le cas de couple homosexuel, c'est intéressant de voir que très souvent, comme je pense que c'était le cas pour l'affaire Legendre, dont on a parlé au Québec, la stratégie est la suivante. On prend la même donneuse d'ovocytes, on crée des embryons avec le sperme de l'un, avec le sperme de l'autre, et on implante un embryon de chacun
la mère porteuse. C'est-à-dire que si vous avez des jumeaux, effectivement, vos gamètes se retrouvent dans le ventre d'une femme ensemble. Il y a d'autres moyens de rattraper la parenté du côté de l'homoparenté, comme par exemple demander à sa sœur, à la sœur d'un d'entre eux de donner ses ovocytes, hein, dans le cas d'hommes, ou dans le cas d'une femme, de demander au frère de sa copine de donner le sperme. Hein. Ça, c'est des stratégies qui sont aussi utilisées. Mais au niveau du symbole, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce déplacement vers l'utérus. Dans le cas des femmes, on a vu le cas de ces femmes qui voulaient être considérées comme également mères, aussi. Une donnait son ovocyte, qui était fécondé avec le sperme d'un donneur anonyme et tout, et réimplanté dans l'autre femme. Donc une était la mère qui portait l'enfant, l'autre était la mère qui fournissait les gamètes, mais là encore, elle se retrouvait dans le ventre d'une même femme. Donc voilà, je travaille aussi sur ça. C'est un exemple de des déplacements des symboles, de qu'est-ce que l'imagerie médicale change aussi. Aussi, comme par exemple, je ne sais pas si vous voulez que je développe ça, mais on a l'impression maintenant qu'un enfant, ça se fait à deux. Parce que vous regardez dans l'imagerie médicale, puis vous voyez le sperme, puis l'ovocyte, et puis vous voyez un embryon qui se crée, puis vous voyez comment l'embryon se subdivise. Hein. Donc l'imagerie médicale vous donne l'idée qu'un enfant, ça se fait à deux. Alors on le sait, en fait, vous recombinez ça cache que vous recombinez en fait des gènes qui viennent d'ailleurs. Hein. Vous n'avez pas créé ces gamètes. Hein. Vous les avez créés si vous voulez, mais vous avez recombiné des choses qui vous reviennent de plus loin. Et ça efface, autrement dit, beaucoup les ancêtres, hein, et puis ça vous met très fort sur votre projet parental, votre projet à deux de l'enfant. Enfin, ça change un peu, vous voyez aussi, ça change la dynamique du rapport, je dirais, aux ancêtres, à la lignée, enfin, qui est vraiment effacé maintenant. Maintenant, ce qui est important, c'est pas l'ancêtre, c'est l'enfant. Et puis, l'autonomie du couple renforcée, un enfant, ça se fait à deux. Bon, c'est pas tout à fait vrai, voilà. Donc c'est ce genre de choses que je travaille avec toutes ces nouvelles formes de parenté, à la fois sur le symbolisme et puis sur comment ça se remet, qu'est-ce qui se passe, comment ça se remet. Alors voilà pour ce que j'ai à dire sur la parenté. Ma réflexion sur les parentés actuelles. Sur les parentés actuelles. C'est centré sur l'enfant, la paternité devient très importante. Les grands-parents, c'est eux qui courent après les petits-enfants et pas l'inverse, pour s'en occuper, etc. Et la germanité, certainement, est en train de jouer un rôle d'unificateur de ce qui peut se dissoudre avec les divorces et les remariages. Voilà. Il y a comme à la fois une structure qui nous définit ou qui nous coince, et en même temps qu'elle se transforme ou elle se déplace. Elle se transforme, elle se déplace. On voit le mariage, écoutez, le mariage, il s'effondre. Hein. La filiation, c'est très très dur. Votre enfant, le projet d'enfant maintenant, c'est un must. Enfin, tout le monde doit en avoir des enfants. Ça fait partie de la bonne vie. Il y a très peu de gens qui n'en veulent pas. Et effectivement, on voit donc cet axe de la filiation qui devient fort et solide, qui ne peut pas se briser, comme le mariage. Hein. L'alliance, par contre, qui s'effondre. Et on voit autour comment les grands-parents gardent, hein, parce que les grands-parents des deux côtés gardent, qui s'occupent des petits-enfants après divorce, viennent tenir un peu le système, et comment les frères et sœurs aussi. Donc, il y a effectivement, pour répondre à ce que vous disiez, effectivement, on voit des déplacements, etc., avec dans une espèce de système où les choses bougent, ça se déplace, mais ça affecte les autres choses aussi. Oui.